La navigation au Moyen Âge a été cruciale pour le développement de l'Europe. À travers les mers, de nouvelles terres furent explorées, des régions furent reliées, le commerce se développa et des batailles navales furent menées, changeant à jamais le cours de l'histoire. Entre le XVe et le XVIe siècle, les grandes puissances se disputaient la domination des eaux qui baignaient les côtes du continent. Mais la navigation médiévale avait ses propres caractéristiques, limitée par la technologie, les connaissances et les croyances de l'époque. La connaissance du monde était très limitée, et la mer était perçue comme un endroit dangereux. Pour ces raisons, la navigation se faisait entre villes côtières, ce qui fut appelé la navigation de cabotage. Les navires évitaient de trop s'éloigner de la terre afin de ne pas perdre leur position, utilisant des repères visuels comme les montagnes, les formes du littoral et les couleurs de l'eau selon la profondeur. Les marins naviguaient uniquement de jour, évitant à tout prix de voyager de nuit ou dans des conditions météorologiques défavorables telles que le brouillard, la pluie ou l'hiver. Il était également nécessaire de s'arrêter chaque nuit dans des ports sûrs, ce qui rendait les traversées très lentes et augmentait le coût du voyage. Cependant, ce type de navigation fut idéal pour stimuler le commerce entre les villes côtières, dont beaucoup devinrent synonymes de prospérité et de richesse, comme Marseille, Venise, Gênes, Lisbonne ou Séville. En effet, la mer Méditerranée s'avéra être un cadre idéal pour les embarcations voyageant de port en port. D'autres royaumes développèrent également ce type de navigation, comme ce fut le cas des Anglais, des Pays-Bas ou des villes du Nord appartenant à la puissante Ligue hanséatique. Des marchandises telles que le vin, le grain, le poisson, le sel ou les métaux circulaient d'une ville à l'autre, apportant richesse et prospérité aux commerçants. Mais la navigation de cabotage présentait plusieurs inconvénients. Le premier était sa limitation exclusive aux routes côtières. De plus, les navires avançaient très lentement et couraient un grand risque de s'échouer si les marins ne maîtrisèrent pas la route. Et, comme si cela ne suffisait pas, la mer présentait toujours le risque d'être attaquée par un navire pirate. Seuls les navigateurs islamiques, occasionnellement, et les Vikings osèrent s'aventurer en haute mer. Mais cela coïncida avec le développement de nouvelles techniques et instruments de navigation qui permirent aux marins de s'orienter en pleine mer. À partir du 7e siècle, le monde islamique commença à utiliser les premières cartes maritimes détaillées, compilant les connaissances nautiques acquises par les Grecs et les Romains. Ils introduisirent également l'astrolabe comme instrument de navigation. Il s'agissait d'un disque plat fabriqué en métal ou en bois, servant à déterminer l'heure et la latitude. Bien que l'on pense que l'astrolabe trouve son origine dans la Grèce antique, ce furent les astronomes islamiques qui le perfectionnèrent au point d'en faire un instrument de haute précision. Les marins découvrirent rapidement son utilité, car il leur permettait de mesurer la hauteur d'une étoile au-dessus de l'horizon et, une fois l'amplitude de l'angle connue, ils pouvaient effectuer de simples calculs mathématiques pour déterminer la latitude du navire par rapport à l'équateur. L'astrolabe ne tarda pas à se populariser en Europe et devint un instrument courant sur les navires médiévaux, surtout portugais et espagnols. Mais avant que les navires ibériques ne dominent les mers du monde, les peuples scandinaves terrorisaient les côtes européennes grâce à leur maîtrise de nouvelles techniques et instruments de navigation. À la fin du 8e siècle, précisément le 8 juin 793 après Jésus-Christ, avec l'attaque du monastère de Lindisfarne en Angleterre, commença l'ère viking. Au cours des 3 siècles suivants, les Vikings s'appuyèrent sur leurs farouches guerriers et leurs compétences navales pour s'aventurer en Irlande et en Écosse, s'installer en Angleterre, piller Paris, explorer les côtes de l'Europe de l'Est jusqu'à la Russie, coloniser l'Islande et devenir les premiers Européens à naviguer jusqu'en Amérique. À une époque sans carte précise ni GPS, les Danois, Suédois et Norvégiens utilisèrent une combinaison d'outils rudimentaires, d'observations naturelles et de connaissances empiriques pour s'étendre sur les mers du monde. L'un de ces instruments était la pierre solaire, qui n'était rien d'autre qu'une pierre polarisante, comme la calcite ou la cordierite, leur permettant de localiser la position du Soleil même par temps nuageux, et ainsi savoir dans quelle direction il se dirigeait. Ils utilisaient également une horloge solaire nautique, un disque avec une aiguille centrale qui, placée au Soleil,
projetaient une ombre permettant de connaître l'heure et la position du soleil, ce qui leur permettait de connaître le vrai nord et de rester orientés. Les Vikings n'étaient pas seulement d'excellents navigateurs grâce à leurs instruments, mais ils savaient également s'orienter en mer grâce à l'astronomie. Ils se guidaient à l'aide de constellations telles que la Grande Ourse ou l'étoile polaire, une pratique courante parmi les marins médiévaux. Mais au XIIe siècle, la navigation changea avec l'introduction de la boussole en Europe médiévale par les musulmans. Cette invention géniale d'origine chinoise remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, son usage initial était la divination. Il fallut attendre près de 1300 ans pour que les Chinois commencent à l'utiliser pour la navigation maritime. Et un peu plus de 2 siècles plus tard, la boussole était déjà un instrument indispensable à bord des navires européens. Au XIIIe siècle, commencèrent à apparaître sur les côtes méditerranéennes des navires utilisant des cartes marines très détaillées, représentant les ports, les côtes, les distances relatives et même les lignes de route. Ces cartes étaient confectionnées à partir de l'expérience des marins et furent très utiles aux navires couvrant des routes en Méditerranée et en mer Baltique. Elles indiquaient également les dangers potentiels, ainsi que l'emplacement de bancs de sable, récifs et mouillages. Ces cartes portulans furent à la base de l'une des œuvres cartographiques les plus importantes du Moyen Âge, l'Atlas catalan, aussi connu sous le nom de Mappemonde des Cresques. Il s'agit d'un livre du XIVe siècle rédigé en catalan, contenant plusieurs cartes manuscrites couvrant le monde connu des Européens de l'époque. L'Atlas catalan était une œuvre d'une grande complexité pour son époque, avec un niveau de détail très précis. Il incluait un calendrier lunaire et un autre solaire, un diagramme avec une rose des vents permettant de calculer la marée haute lors de la pleine lune et un long texte sur la Terre abordant son origine, l'interprétation des phénomènes naturels et les dimensions de notre planète, à laquelle il attribuait une circonférence maximale de 180 000 stades, soit 40 021 km. La circonférence réelle de la Terre à l'équateur est de 40 075 km. Ce chef-d'œuvre contenait également plusieurs données astronomiques et tout le monde connu à l'époque, de Finistère et la Méditerranée jusqu'aux terres lointaines d'Asie, au golfe Persique et au fleuve Indus. Une telle beauté et une telle valeur culturelle furent reconnues lorsque le roi Pierre IV, le cérémonieux, l'offrit au roi de France Charles V. Aux cartes portulan s'ajouta au XIVe siècle la bâton de Jacob, également connu sous le nom d'arbalète. C'était un instrument de mesure simple, composé d'une tige traversée en haut par une autre plus courte, permettant de mesurer les hauteurs et, en même temps, de calculer la latitude en mer. Bien que son usage original ne fût pas destiné à la navigation maritime, les améliorations constantes apportées au bâton de Jacob et son avantage d'être plus portable et plus simple à utiliser qu'un astrolabe en firent un instrument indispensable aux équipages médiévaux européens, où il fut progressivement introduit. Un autre instrument qui facilita la navigation médiévale fut le quadrant, qui commença à être utilisé au XIVe siècle. Comme le bâton de Jacob et l'astrolabe, le quadrant servait à mesurer la hauteur du Soleil et des étoiles afin de calculer la latitude à laquelle se trouvait l'embarcation. Malgré les avancées techniques en matière de navigation, les marins du Moyen Âge n'auraient jamais conquis les océans sans navire. Dans l'Europe médiévale, il existait une grande variété d'embarcations qui s'inspiraient pour la plupart de modèles conservateurs bien plus anciens. Et ce, même si la communication entre royaumes et villes s'était intensifiée durant le Moyen Âge. Il n'y eut que peu de progrès majeurs dans la construction navale pendant une grande partie de cette période. La raison était simple. Une expérience ratée coûtait trop cher. Dans le nord du continent, l'influence principale venait des navires vikings, construits selon une coque à clin, où les planches se superposaient les unes aux autres. Parmi ces bateaux, le plus remarquable était le Drakkar, datant de la période comprise entre les années 700 et 1000. Ce navire représentait la plus grande démonstration de la puissance militaire scandinave dans ses incursions aussi bien côtières qu'intérieures. Grâce à ces caractéristiques, il pouvait naviguer en mer comme en rivière, car il lui suffisait d'1 mètre de profondeur, ce qui permettait à son équipage de débarquer rapidement, voire de transporter l'embarcation par voie terrestre. Le nom Drakkar vient de l'un des éléments du bateau, le mascaron de proue, souvent orné d'une tête de dragon, destiné à intimider les ennemis qui redoutaient l'arrivée de ces embarcations. Ces navires étaient longs,
étroits, légers et si rapides qu'ils pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 14 nœuds. Leur importance au sein des royaumes scandinaves était telle qu'ils étaient considérés comme la relique viking la plus précieuse. Il était donc courant que les rois et les grands guerriers soient incinérés avec leurs dracars. D'autre part, les Vikings utilisaient une variante du drakkar appelée Knarr, un navire de charge à vocation commerciale. Le Knarr se distinguait du drakkar par sa taille plus importante et par sa propulsion presque exclusivement assurée par une voile. Tandis que le drakkar était propulsé à la rame, il adopta progressivement un mât avec une voile carrée pour soulager les rameurs. L'usage de voiles carrées était caractéristique des embarcations du nord de l'Europe, où les vents plus constants favorisaient la propulsion. En Méditerranée, où les vents sont plus capricieux, les navires à rame étaient plus fréquents, comme les galères, largement utilisées par les Byzantins, Arabes, Génois et Vénitiens. Les galères naviguent en mer depuis l'Antiquité et se caractérisaient par leur légèreté et leurs nombreuses rangées de rameurs. Pendant plusieurs siècles, des prisonniers et des esclaves furent utilisés comme rameurs, jusqu'à ce que la couronne espagnole décide d'y employer des criminels. Cette pratique dura longtemps et était considérée comme l'un des châtiments les plus cruels, au point que Miguel de Cervantes mentionne cette condamnation dans son roman Don Quichotte. Toutefois, le manque de rameurs constitua un problème majeur pour la marine espagnole. Les galères furent utilisées à des fins commerciales et militaires dès le 8e siècle après Jésus-Christ et restèrent en service tout au long du Moyen Âge. Au 14e siècle, les galères de la couronne d'Aragon étaient classées selon leur taille. Les plus grandes, appelées galères lourdes, comprenaient 40 arbalétriers chargés d'attaquer les ponts ennemis à l'aide de projectiles. Les plus petites étaient appelées galères subtiles et ne comptaient que 30 arbalétriers. Bien que les navires à voile aient fait leur apparition à la fin du Moyen Âge, ce type d'embarcation ne fut pas rapidement remplacé. Un exemple est la flotte de galères réunie par les principales puissances chrétiennes pour affronter l'Empire ottoman lors de la bataille de Lépante en 1571. D'ailleurs, la dernière bataille impliquant des galères eut lieu au début du XVIIIe siècle, bien qu'elles fussent déjà obsolètes à cette époque. Les navires à voile présentèrent de nombreux avantages. Ils pouvaient parcourir de plus longues distances et nécessitaient moins d'équipage. Dans le nord, l'usage de la coca se répandit, un type de navire dérivé du knarr viking, apparu pour la première fois au IXe siècle et à son apogée 3 siècles plus tard, reliant les ports de la Ligue hanséatique. Ces navires pouvaient transporter jusqu'à 200 tonnes de marchandises, un exploit pour l'époque médiévale. De plus, leur fond plat leur permettait de mieux s'amarrer dans les ports, facilitant le chargement et le déchargement. Et leurs hauts bords latéraux offraient une meilleure protection contre les attaques de pirates. Les coquas furent introduites en Méditerranée à partir du XIIe siècle et évoluèrent pour devenir des naos, un type de navire doté d'un franc-bord élevé, de 3 mâts avec des voiles carrées et de châteaux à la proue et à la poupe. Les naos combinèrent rapidement la voile carrée et la voile latine, ce qui leur permit de naviguer au près, c'est-à-dire contre le vent, un progrès idéal pour l'exploration océanique. À tel point que les historiens estiment que la Santa Maria, l'un des 3 navires avec lesquels l'équipage de Christophe Colomb arriva en Amérique en 1492, était de ce type. Les 2 autres, la Niña et la Pinta, étaient des caravelles, connues pour être les premières embarcations médiévales à voile capables de naviguer contre le vent, ce qui leur permettait d'entreprendre des voyages transocéaniques. Cela était possible grâce à leur système complexe de gréement combinant voile carrée et voile latine. Avec des vents favorables, la voile carrée permettait une progression régulière. Avec des vents contraires, la voile latine permettait de remonter efficacement au vent, évitant que le navire ne dérive. Les caravelles possédaient une coque légère et profilée. Elles mesuraient entre 25 et 30 mètres de long pour 6 à 8 mètres de large. Elles comportaient de 2 à 3 mâts, bien que certaines en aient eu jusqu'à 4 sur un seul pont. Ce type de navire pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 8 nœuds, soit environ 15 km par heure, et elles étaient idéales pour les longs voyages, non seulement pour leur vitesse ou leur capacité à naviguer au vent, mais aussi parce qu'elles pouvaient transporter une grande quantité de provisions.
ce qui permettait de nourrir l'équipage plus longtemps en mer. Les premiers à utiliser ce navire furent les Portugais au XIIIe siècle, et peu à peu, ils le perfectionnèrent jusqu'à ce que son modèle s'impose aux autres dans la péninsule ibérique. Au XVe et XVIe siècle, Portugais et Espagnols sillonnaient sans cesse les océans, reliant l'Europe aux nouvelles terres découvertes, transportant toutes sortes de marchandises jusqu'alors inconnues. Le commerce maritime au Moyen Âge fut fondamental pour le développement économique et l'expansion des sociétés. Les routes commerciales maritimes servaient à transporter toutes sortes de marchandises, épices, soie, métaux précieux, ainsi que vin, poissons ou fourrures. Les navires faisaient escale de port en port, transportant leurs biens à travers les principales routes commerciales, qui au Moyen Âge étaient la route de la soie et la route de l'ambre. Bien qu'on associe aujourd'hui la route de la soie au commerce terrestre, une route maritime se développa à partir du IXe siècle, permettant de faire voyager depuis l'Extrême-Orient vers l'Europe des produits très prisés comme la soie, la porcelaine, les pierres précieuses, le papier ou des épices telles que le clou de girofle, la cannelle ou le poivre. Cette route commençait en mer de Chine, où les marchands chinois et indiens vendèrent leurs produits à leurs homologues arabes et africains de l'Est. Ceux-ci les transportaient de l'océan Indien vers la mer Rouge et le golfe Persique, jusqu'à la ville égyptienne d'Alexandrie, d'où partaient les navires génois et vénitiens pour acheminer les marchandises vers l'Europe. Des familles comme les Grimaldi, qui forment aujourd'hui la Maison royale de Monaco, possédaient leur propre flotte, dont une partie était armée pour assurer la sécurité du voyage. Ainsi, ils réduisaient les risques de perdre de précieux trésors comme le sel, la laine, les céréales, les armes ou les esclaves. Cependant, si l'on ne pouvait se permettre une flotte privée, il restait l'option d'investir dans les flottes commerciales organisées par l'État vénitien. Ces navires partaient pour l'Égypte et d'autres régions plusieurs fois par an, organisés en convois protégés par des galères armées. À la tête des navires se trouvaient des capitaines et des officiers expérimentés, payés par l'État vénitien lui-même, tandis que les marchands participaient en louant de l'espace à bord. Ce système fut très avantageux pour les Vénitiens, chaque voyage réussi doublant, voire triplant l'investissement initial. Mais la route de la soie ne fonctionnait pas uniquement en direction de l'Europe. De nombreuses marchandises intéressantes pour l'Orient faisaient aussi le chemin inverse. Des produits tels que des tissus de laine, du verre, des métaux précieux comme l'or et l'argent, et même des esclaves, étaient très prisés en Asie, où ils étaient échangés dans des ports comme Canton, Guangzhou et Calicut, d'où ils étaient redistribués à l'intérieur des royaumes. Mais la route de la soie ne fut pas la seule route maritime prospère au Moyen Âge. La route de l'ambre joua un rôle fondamental dans le développement économique des villes côtières de la mer Baltique, via laquelle la Ligue hanséatique transportait de l'ambre baltique vers la Méditerranée, Byzance et le monde islamique. Les navires de la Ligue hanséatique transportaient également d'autres produits, comme des fourrures, de la cire, du miel et différents types de poissons, comme le hareng et la morue. Cet incessant va-et-vient de marchandises favorisa un immense échange culturel au Moyen Âge, tout en permettant le développement économique des royaumes qui dominaient les principales routes commerciales. Ce contrôle garantissait prospérité et la convoitise des autres. Il n'était donc pas rare dans l'Europe médiévale de voir éclater des guerres pour s'approprier le commerce. Il était donc indispensable de disposer d'une marine capable de résister et de vaincre lors des combats maritimes. Pendant le Moyen Âge, plusieurs puissances développèrent des flottes militaires pour défendre leurs intérêts, dominer les routes maritimes ou lancer des campagnes militaires. Entre le VE et le XIIe siècle, la flotte byzantine se consacrait à la défense de la Méditerranée orientale, au transport de troupes, au contrôle des îles de la région et à l'interception des navires ennemis normands, croisés ou arabes. L'Empire byzantin possédait la flotte de guerre la plus sophistiquée du premier millénaire grâce à l'utilisation du dromon. Ce type de navire à rames fut développé à partir de la Liburna, principale embarcation de la marine romaine durant l'Empire. Les dromons furent essentiels non seulement pour les conquêtes byzantines, mais aussi pour défendre l'Empire romain d'Orient contre les assauts répétés visant Constantinople. Ces succès militaires n'étaient pas le fruit du hasard.
Chaque dromon pouvait accueillir entre 80 et 300 hommes, rameurs, soldats et marins, et était équipé de balistes capables de lancer des projectiles à plus de 100 mètres. Mais l'arme principale de ces navires restait le terrifiant feu grégeois. Les Byzantins employèrent fréquemment le feu grégeois lors des batailles navales, cette substance pouvant continuer à brûler même une fois tombée à l'eau. Cela constituait une avance technologique considérable à l'époque, et le feu grégeois fut à l'origine de plusieurs victoires byzantines au Moyen-Âge, notamment le salut de Constantinople lors de 2 sièges musulmans. Ces triomphes assurèrent la survie de l'Empire et freinèrent les ambitions expansionnistes de l'islam, empêchant une possible conquête de l'Europe occidentale depuis l'Est. Toutefois, la formule de cette substance resta un secret d'État perdu avec le temps. Mais les Byzantins ne furent pas les seuls à disposer d'une flotte militarisée efficace. Plusieurs fois, ils durent affronter d'autres puissances maritimes, notamment Venise. Les Vénitiens possédaient l'une des flottes les plus puissantes, organisée et stratégiquement efficace de tout le Moyen-Âge. Grâce à leur maîtrise maritime, ils exercèrent une grande influence commerciale et politique du IXe siècle jusqu'à la Renaissance. Le succès des navires vénitiens commençait à l'arsenal de Venise, premier complexe industriel en Europe, couvrant près de 15% de la ville. Cet arsenal comprenait entrepôts, chantiers navals, ateliers et quais sous contrôle étatique. Le système de travail en chaîne permettait d'assembler une galère en un seul jour, ce qui assurait le renouvellement constant de la flotte. Les galères de guerre vénitiennes combinaient rames et voiles latines. Très rapides, elles embarquaient également de l'infanterie comme des arbalétriers et des épéistes. Elles se distinguaient par leur polyvalence stratégique. Défense navale, conquête, blocus, transport des troupes. Les Vénitiens mirent leur flotte au service de leur politique, participant activement aux croisades. En combat, les galères vénitiennes se déployaient en ligne, menaient des attaques frontales et des abordages continus. Elles utilisaient des arbalétriers et des canons sur ponts ouverts pour bombarder les côtes ennemies. Avec ces tactiques navales, elles prirent le contrôle de ports clés en mer Égée et Adriatique et conquirent ou défendirent des îles comme la Crète et Chypre. Durant l'apogée navale vénitienne, leurs navires combattirent férocement les Ottomans et transportèrent les troupes qui prirent Constantinople lors de la 4e croisade en 1204. Sans doute leur principal rival fut Gênes. Au XIIIe et XIVe siècle, Venise et Gênes maintinrent une rivalité intense pour le contrôle du commerce en Méditerranée. Les deux cités se disputaient les routes vers la mer Noire, Constantinople, le Proche-Orient et l'Asie, par lesquelles transitaient des marchandises précieuses comme le sucre, les épices ou l'ivoire. Toute la Méditerranée était jalonnée de bases navales vénitiennes et génoises, et en 1298, un affrontement entre les deux flottes devint inévitable. La bataille eut lieu devant l'île de Curzola, actuelle Croatie. Les Vénitiens disposaient de 95 galères, tandis que les historiens estiment que Gênes en présenta environ 80. Malgré la supériorité numérique génoise, les Génois profitèrent du vent à leur avantage et encerclèrent les Vénitiens, dont les navires furent si serrés qu'un incendie sur l'un d'eux se propagea rapidement aux autres. À l'issue du combat, les Vénitiens avaient perdu 65 navires coulés ou capturés et environ 5000 hommes furent faits en prisonniers. Parmi eux se trouvait l'amiral Andrea Dandolo, architecte de la stratégie vénitienne, qui se suicida peu après, incapable de supporter la honte de la défaite. Mais il ne fut pas le seul personnage célèbre capturé. Selon certaines sources, le célèbre marchand Marco Polo fut également emmené prisonnier à Gênes. Cependant, Curzola ne fut pas l'affrontement naval le plus sanglant du Moyen-Âge. Ce triste titre revient au combat entre les flottes françaises et anglaises du 24 juin 1340, connue comme la bataille de l'Écluse. C'était pendant la guerre de 100 ans, et au large du port de l'Écluse, en Flandre, entre 120 et 150 navires anglais commandés par le roi Édouard III se retrouvèrent bloqués par la flotte française. Le chevalier breton Hugues Quiéret commandait environ 230 navires français, qu'il fit déployer en 3 rangs serrés, formant comme une forteresse flottante. Les Français bénéficiaient de nombreux atouts en mer, de nombreuses galères de guerre, ainsi que des navires affrétés auprès de cités comme Gênes ou Monaco, et des marins expérimentés provenant de ces régions. Ils avaient réussi à interrompre le commerce anglais,
notamment le vin gascon et la laine flamande. Les Anglais ne disposaient pas d'une flotte spécifiquement conçue pour le combat. Édouard III ne possédait que 3 vaisseaux de guerre. Sa flotte dépendait de la réquisition de coques commerciales anglaises qu'il adaptait pour la guerre. Ces navires pouvaient embarquer de nombreux combattants et leur haut franc-bord les rendait supérieurs aux galères en combat rapproché. Le roi anglais comptait remonter le Zwin jusqu'à Bruges pour renforcer ses alliés. Mais les Français manœuvrèrent pour bloquer leur passage, disposant leurs navires en 3 rangs, reliés par des chaînes et des cordages pour empêcher le passage de navires ennemis. Une tactique défensive courante à l'époque. Le commandant des galères françaises, le Vénitien Pietro Barbavera, prévint que cette formation limiterait leur manœuvrabilité et les exposerait aux arcs longs anglais. Il conseilla au connétable Nicolas Béhuchet de mettre les bateaux en mer pour obtenir une meilleure position et attaquer les Anglais à terre. Mais Béhuchet, peu versé en stratégie navale, méprisait l'avis de Barbavera, qu'il considérait comme un simple laïc sans importance. Le roi anglais ordonna une attaque en unité de 3, 2 navires avec archers encadraient un vaisseau avec hommes d'armes. Les archers anglais tiraient plus de 10 flèches par minute contre les navires français, tandis que les hommes d'armes abordaient et capturaient le navire. Les arcs longs anglais avaient une puissance supérieure à celle des arbalétriers français. Ils pouvaient tirer à distance sans se mettre en danger. Au fil de la bataille, la tactique de Béhuchet de lier ses navires s'avéra catastrophique. Elle permit aux Anglais d'attaquer des navires isolés ou de petits groupes avec force, pendant que le reste de la flotte française était immobilisé. De nombreux navires français furent abordés et capturés. Seul Barbavera refusa de lier les siennes et put capturer 2 navires anglais. À la fin, les Anglais capturèrent 166 vaisseaux marchands français et en coulèrent 24 autres. L'eau fut rougie du sang des plus de 16 000 Français morts. L'amiral Quéret fut décapité et le connétable Béhuchet pendu à un mât. Les Anglais ne perdirent qu'environ 500 hommes et obtenèrent le contrôle temporaire de la Manche, une victoire navale sans parallèle jusqu'à l'époque moderne. Les Français, toutefois, reconstituèrent rapidement leur flotte et continuèrent de démontrer leur puissance maritime. Car au Moyen-Âge, qui dominait la mer, dominait le monde. Et toi, aurais-tu aimé être marin médiéval ?